Des artistes qui explorent la réalité dans toute sa beauté, sa brutalité et sa complexité. Ça vous parle? Eh bien, dans cet épisode, on explore la culture comme reflet du réel, aux côtés de 4 artistes qui vont à la rencontre de la réalité pour mieux la faire résonner. Anne-Marie Olivier transforme des histoires vraies, les siennes comme celles des autres, en théâtre sensible où l'intime devient universel. Le duo formé de Mélanie Carrier et d'Olivier Higgins est quant à lui profondément attaché au récit humain et par la voie du documentaire propose un regard humaniste et poétique sur notre société. Enfin, Maude Pétel-Légaré révèle la puissance du réel par le son. À travers ses documentaires sonores, elle nous fait entendre des récits identitaires et sociaux qui laissent toute la place aux émotions. Ensemble, ces artistes montrent comment l'art peut saisir le monde tel qu'il est et nous aider à mieux le comprendre. Bienvenue à Question de culture. Anne-Marie Olivier est interprète, auteure et metteur en scène depuis près de 30 ans. Figure incontournable de la scène théâtrale de Québec, elle a assuré la co-direction générale et la direction artistique du Théâtre du Trident de 2012 à 2022. Elle est également directrice artistique de la compagnie Bienvenue aux Dames, qui a notamment produit Maurice. Dans les œuvres qu'elle écrit, Anne-Marie Olivier s'intéresse grandement aux histoires intimes qui révèlent une part secrète et précieuse en nous. Rencontre avec une artiste qui tend l'oreille autour d'elle et qui assure que l'inspiration se trouve à chaque coin de rue, tout simplement là où il y a un humain. Communiquer gêné un petit peu, mais besoin. Maurice, soif. Les autres. Pour le spectacle qui s'appelle Maurice, donc le prénom de mon sujet de recherche, mon chum de l'époque me dit « Mon oncle, c'est son party d'anniversaire, on n'a pas le choix, il faut y aller. » Puis moi, je suis quelqu'un d'assez gêné, fait que j'étais assez gênée de me retrouver là. Et j'ai fait de la connaissance rapidement avec ce fameux Maurice dont c'était l'anniversaire. Et c'est quelqu'un qui a une aphasie suite à un accident cérébrovasculaire. Puis, durant la fête, il s'est levé debout pendant le souper pour raconter sa vie. Puis j'ai fait « Ben voyons donc, je suis tombée à la renverse. » Parce que malgré son aphasie, on était suspendus à ses lèvres. Et même s'il n'y avait pas accès à tous les mots, on comprenait de façon limpide ce qu'il disait. Et même ça créait une forme de poésie. C'était fabuleux. Chris. Puis tabarnak, puis tabarnak, puis plein de maladies. Puis 4 médecins dire légumes toujours. Fait que je suis sortie de là, je me souviens, c'était dans le Bas-Saint-Laurent, puis on revenait, puis je disais, ben voyons donc, j'ai été frappée comme une épiphanie. Parce que souvent, je vais à la rencontre de mes sujets de création, mais là, c'est mon sujet qui est apparu. Après ça, j'ai fait des tests, voir si mon idée se pouvait. Puis après, en travaillant avec Olivier Artaud, on s'est rendu compte que le matériel de cueillette, donc ça, c'est après avoir fait une longue entrevue avec lui, donc un découpage du verbatim. Là où il était le meilleur, c'était en le mettant en action avec une spectatrice ou un spectateur qui allait se retrouver sur scène avec moi. Donc, de se retrouver un peu dans ma position de rencontre. Économiste, là, futur, hein? Comptable, actuel, passé. Okay. Mais économiste, prévoir, puis penser, puis tout réformer BS. Ah oui? Oui. Une chose certaine, c'est qu'on se rend compte que les gens ont une grande soif d'histoire vraie, de réel, et c'est comme s'il y a quelque chose de magique qui se passe, comme s'ils reconnaissent aussi la vérité. Ça va les toucher. Moi, je suis vraiment à genoux devant le pouvoir des histoires vraies. Puis avec certains matériels de cueillette, je me suis rendu compte que plus on l'altère, moins ça va toucher les gens.
Puis des fois, oh, là, on a besoin d'intervenir. En tant qu'artiste qui fait de la cueillette, il y a quelque chose qui est très bien d'en faire beaucoup sur un sujet, rencontrer 10, 20, 30, 40, 50, plus de 100 personnes. Puis c'est un peu comme une cueillette, on va garder les plus beaux fruits. Puis qu'est-ce qui fait qu'on va retenir une histoire plus qu'une autre? C'est une histoire à laquelle je vais repenser le lendemain, la semaine suivante, le mois suivant. Ça veut dire que c'est une histoire qui veut être racontée, qui mérite d'être racontée parce que moi-même, elle m'a touchée, bouleversée. Je suis habitée par elle encore. Donc, je me dis que c'est un peu naïf peut-être comme pari, mais si moi, ça m'a touchée puis bouleversée, puis que j'y repense encore longtemps, ça peut être la chance de le faire à d'autres êtres humains. Tu veux plus que je te parle, c'est correct. Mais comme c'est pas réciproque, voici 15 plans pour te retrouver. Pourquoi 15? Parce que ça va faire autant d'années que je traîne mon cœur dans Garnotte en pensant à toi. Pour 15 façons de te retrouver, moi, j'avais quelque chose d'inconsolable en moi. Il y a quelqu'un dans ma famille qui avait coupé tous les liens, puis j'ai décidé, de façon très inconfortable, mais absolument nécessaire, d'explorer ce sujet-là. Pour me rendre compte que finalement, il y a tellement de gens qui vivent des coupures. Et même qui les font pour des questions de survie. Donc, j'ai exploré ça, puis j'étais là dans tous mes états, je me sentais mal, je savais pas si c'était pertinent. Et il y a eu des dizaines de courriels de gens qui disaient « Merci, je me suis tellement reconnue ». Tu sais, on parlait justement de l'art qui peut changer des choses chez les spectatrices, les spectateurs, mais chez l'artiste aussi. Moi, je suis passée d'un grand canyon de tristesse à être vraiment en paix, puis tout en espérant, bien sûr, que ça puisse aussi faire du bien aux autres. Ça me fait penser à une carte sur laquelle on poserait des points lumineux qui représentent toutes les fois où on a fait l'amour. Un jour, on va regarder notre vie, le regard attiré vers ces points lumineux en se disant « Là, on s'est unis. Là, on s'est aimé. Là, on s'est fait fourrer. » Publier une pièce de théâtre aujourd'hui dans notre monde, c'est un peu un acte de foi aveugle. C'est-à-dire que les gens qui vont le faire, ils vont pas le faire pour les sous. Ils vont le faire par amour, puis parce qu'ils ont une forme de foi. Mais c'est intéressant quand même de garder une trace de ce qui a été fait. Puis c'est une façon aussi d'ajouter un petit peu plus d'intelligence de la pratique. Parce que, par exemple, ma pièce, en étant publiée, si on prend Faire l'amour, bien, elle a été montée en Italie, en France. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire si le réel peut toucher jusque-là. Ce qui est intéressant, puis important aussi, c'est de dire que c'est comme une photo qu'on prend à l'intérieur du processus, mais on ne s'empêchera pas, parce que la pièce est publiée, de changer le texte s'il y a quelque chose s'il peut être amélioré. Fait que des fois, les œuvres ont continué d'évoluer, puis la pièce est comme juste un cliché à travers tout le processus. Biologiste de formation, Mélanie Carrier découvre le médium du documentaire à travers ses voyages. En 2010, Mélanie Carrier et Olivier Higgins fondent MoFilm, une boîte de production dédiée à la création d'œuvres documentaires, que ce soit sous forme de films, d'installations ou d'expositions immersives. Par le biais de leurs œuvres, ils souhaitent contribuer à la réflexion, au débat et aux enjeux de société actuels. C'est pourquoi ils s'intéressent à l'identité, au territoire, aux questions de justice sociale, à l'environnement et aussi à l'enfance. On braque donc les projecteurs sur deux amoureux pour qui raconter le réel, c'est éclairer notre époque. Voici l'histoire de deux enfants qui, émerveillés, se laissent bercer par ce que le monde a à leur offrir. Nous, les parents, cherchons comment leur raconter la vie. Qu'y a-t-il encore d'extraordinaire? Que souhaitons-nous leur léguer par-dessus tout? Les sujets qu'on traite
ensemble, chez MoFilm, et puis nous, en tant que cinéastes, là, c'est toujours des sujets qui nous touchent énormément. Donc, c'est des enjeux de société parce qu'on s'intéresse aux enjeux de notre époque puis de notre temps, mais d'abord et avant tout, c'est des préoccupations qu'on a personnelles. Parce que c'est tellement long faire un film, tu sais, c'est des années, là, en tout cas, nous, la façon dont on fonctionne, les longs métrages documentaires qu'on fait, c'est des années de travail. Il faut absolument que ce soit un sujet qui t'interpelle parce que tu y mets trop de temps puis de cœur, tu sais. Nous avons quitté Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, depuis une semaine. Tranquillement, notre corps s'habitue à notre nouveau moyen de transport. Et en ce moment, rien ne peut vraiment nous arrêter. On s'en va en Inde, il paraît. Azimut, notre premier film, bon, on avait envie de cette grande aventure à vélo-là, mais après ça, on s'est intéressé à la relation avec les Premières Nations parce qu'on a réalisé qu'on avait voyagé partout dans le monde, mais qu'on n'avait jamais mis les pieds dans une communauté autochtone au Québec. Donc, tu sais, puis même chose pour Errance en retour, puis pour À hauteur d'enfant, tu sais, c'est toujours des sujets qui émanent de très, très loin à l'intérieur de nous, là, qui nous interpellent. C'est un besoin de questionnement contemporain pour la suite des choses, mettons. Dans le fond, nos films, c'est des pistes de réflexion plutôt que des réponses. T'sais. Et c'est là que ça nous a frappés. Nous avions des amis aux quatre coins de la planète, mais nous ne pouvions même pas nommer les peuples qui habitent depuis toujours notre territoire. Dans tous les films qu'on a faits, ou presque, là, la notion de temps passé avec les protagonistes est vraiment importante. De passer énormément de temps sur la Côte-Nord, par exemple, à vélo pour Québécoisie ou avec les jeunes Rencontres. On est partis, on a fait, nous, l'expédition avec une gang de jeunes pour un de nos films qui s'appelle Rencontre pendant un mois de temps. On était tout le temps avec eux. C'était pas une équipe qui venait 2 fois pendant le périple. T'sais, on a passé les 21 jours d'expédition ensemble et plus, là, l'avant, l'après. Ça fait que toi aussi, tu fais partie de leur équipe à eux, puis les vraies choses se produisent. Puis c'est pas... le terme authentique est très galvaudé, mais ça devient ça, l'authenticité, quand tu captes le réel. Expérience de gros. En tout cas, ce que je reste, là, ma famille de Kim, on est pas mal. On est 7, si on n'est pas plus des fois. Je sais c'est quoi, là, vivre en groupe de même, mais pas gros de même. C'est de quoi pareil. On a souvent dit, on a l'impression qu'on pourrait faire un film sur chaque personne, sur toi, sur les caméramans. Chacun d'entre nous a quelque chose à dire qui est unique, qui est son propre angle. Fait que c'est d'aller rentrer dans cet autre angle-là puis de regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant par rapport à nous, qu'est-ce qu'on pourrait partager, puis qu'est-ce qu'il y a d'unique chez toi, puis qui serait intéressant pour les autres d'entendre. Nous étions sur la route depuis 5 semaines, lorsque nous sommes arrivés chez les Sœurs Saint-Onge. On nous avait dit de les rencontrer parce qu'elles sont une porte d'entrée sur le monde Innu, ses traditions et sa culture. Des femmes qui portent les cicatrices de l'histoire et qui ont su se relever, le cœur sur la main. Oh, faut arrêter de parler. Dans le fond, la relation qu'on a d'humain à humain, c'est une relation qui est d'humain à humain avec tout le monde. T'sais. Après ça, exemple, dans le cas de Rencontre ou de Québécoisie, où on questionne justement la méconnaissance entre les Québécois non autochtones et les Premières Nations, c'est sûr qu'au début, tu veux pas arriver là avec tes gros sabots. Puis nous, la démarche qu'on a faite, c'est qu'on est parti d'ici, ici à vélo, puis on a fait toute la Côte-Nord à vélo jusqu'à Natashquan pendant plusieurs mois. Puis là, on a dormi dans les communautés, puis ce lien-là, cette approche-là, se définit au fil des rencontres, finalement. Mais tu sais, je pense qu'on aborde toutes les relations de la même façon. C'est sincère, notre démarche. En tout cas, nous, on la sent sincère. Donc, finalement, ça transparaît dans notre façon de faire les choses, j'ai l'impression. Puis ça transparaît dans les liens qu'on tisse avec les gens, tu sais. Le long-métrage documentaire À hauteur d'enfant, c'est un film, c'est une ode à l'enfance. C'est vraiment une ode à sa magie,
à cette période où on apprend à écrire et à lire aussi et tout à coup, il y a tout un monde qui s'ouvre à toi parce que, bien, justement, quand tu sais décoder le monde autrement, tu comprends les choses différemment. En même temps, c'est cet espace magique-là où tu te poses plein de questions, mais que tout est possible encore. T'sais. Est-ce que les licornes existent? Est-ce que les atomes sont vivants? T'sais? Donc, et on a fait ce film-là parce que on a 2 enfants. Émile allait entrer à l'époque en première année et il allait justement apprendre à lire et à écrire. Puis nous, en tant que parents, puis en tant que documentariste aussi, j'imagine, on se pose beaucoup de questions, tu sais, puis on se demandait comment accompagner nos enfants dans notre époque, puis qu'est-ce qui est important de transmettre, puis quelles sont les histoires qu'on veut transmettre. Puis en même temps, la société envoie ses propres histoires aussi, donc il faut apprendre à cheminer là-dedans. Donc c'est une longue réponse, mais c'est comme ça qu'est né le projet. Puis, tu sais, tantôt, je parlais des sujets qui viennent de l'intérieur. Bien là, ça peut pas être plus proche que ça. Tu sais, c'était nos enfants, justement, puis c'était ça qui nous préoccupait beaucoup à ce moment-là. Ouais. Malgré le fait que c'est un film à hauteur d'enfant, tu sais, c'est un film aussi beaucoup sur l'adulte qui se questionne sur comment transmettre les choses, quoi raconter. Puis, il y a quelque part peut-être aussi qu'est-ce que les enfants peuvent nous apprendre, qu'est-ce qu'on a oublié peut-être. Donc, de se tourner vers eux pour se rappeler certaines choses essentielles. Enfin. Et à l'époque actuelle, qui est quand même assez tragique, là, je trouve, qui est confrontante, puis de ne pas oublier que les enfants ont leur vie, ont leur regard, ils existent, puis de leur donner la parole quelque part. C'est pour ça que c'est entièrement tourné ou presque à hauteur des yeux des enfants. C'est pour se rappeler le regard qu'on avait sur le monde, nous aussi, et qu'ils ont actuellement. Ouais. J'ai le goût d'avoir une licorne. Une licorne. Une vraie licorne comme ça. Tu voudrais avoir une vraie licorne dans ta vie? Ouais, mais ça n'existe pas. Maude Pétel-Légaré est réalisatrice et scénariste de balados et de documentaires sonores. Ses œuvres portent principalement sur les questions identitaires, féministes et de violences basées sur le genre. Il y a chez cet artiste, qui possède également une maîtrise en journalisme international, un vibrant désir de donner la voix à celles et ceux, mais principalement à celles à qui l'on n'a pas tendu assez souvent le micro. En 2025, elle se classe comme finaliste au prix Relève professionnelle de Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Découvrez une artiste de la relève qui a déjà brillamment fait sa place. Je m'intéresse beaucoup aux gens. Je pense que ça soit dans un Amigo Express, dans une discussion, dans une soirée de réseautage, dans un bar, dans un café, on dirait que j'aime parler au monde. Et je me rends compte que peu de gens sont écoutés réellement. C'est-à-dire qu'on entend souvent, mais on les écoute pas. Puis le terme « écouter » est un verbe actif. Et j'ai voulu donner la parole, en fait. Puis moi, les projets que je préfère, c'est les projets où je m'efface complètement. C'est les projets où il n'y a pas de narrateur. Puis c'est les projets que je préfère écouter aussi. Donc, de vraiment aller vers les autres, prendre le temps de créer un lien de confiance, puis seulement les écouter. Il y a quelque chose de vraiment rare. C'est rare que les gens s'assoient avec le monde puis les écoutent. Je sais pas, j'ai eu envie de faire ça. Et aussi, en étudiant en journalisme, on dirait que j'avais toujours... j'adore la radio. Je suis une grande fan de radio. J'en écoute tout le temps. Mais en faisant des reportages radiophoniques d'une minute 30, j'étais fâchée, en fait, parce que je me disais, j'ai envie de prendre le temps de raconter une histoire, puis de prendre le temps aussi d'être avec une personne, donc de pas arriver à 7 heures le matin puis de devoir livrer quelque chose l'après-midi. C'est pour ça que je suis devenue documentariste. Je me suis rendu compte qu'il y avait cette possibilité-là aussi en son, de prendre le temps de rencontrer les gens. Le corps de Valérie a été retrouvé par un groupe d'étudiants qui pensaient que c'était un mannequin. Quand tu te fais dire que c'était une fille, vraiment, le cadavre d'une fille, que tu disais que j'ai passé 45 minutes à côté d'elle, à toucher sa peau, voir si c'était du plastique, à penser que c'était un faux, puis à sentir son odeur qui brûlait, là. Tu files cheap un peu, là. Je pense qu'aussi dans un documentaire sonore, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut aller chez les gens. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre
les personnes que j'interviewe, je crée vraiment un lien qui est de confiance et intime. Et je vais souvent dans des lieux où est-ce qu'elles se sentent à l'aise. Donc, elle m'accueille chez elle, on est dans son salon, puis on jase, puis on crée cette bulle d'intimité-là. Tandis que si je réalise un balado en studio où il y a quelqu'un qui est à la régie, là, t'arrives dans un studio, il y a le gros micro, on dirait qu'il y a comme quelque chose, déjà, on est dans une autre posture. Par contre, c'est possible de créer cette intimité-là aussi, mais c'est plus difficile. Un documentaire sonore, on est vraiment sur le terrain. Puis moi, c'est ça que j'aime aussi, j'ai pas besoin d'avoir un son qui est incroyable. Moi, j'ai envie d'entendre le son de la maison, j'ai envie d'entendre le café, la tasse. Il y a comme quelque chose de vivant aussi. Puis cette fois-là, c'est comme si j'étais debout au bout de la chambre, puis je regardais la scène en train de se passer. Puis pour pas réveiller mes enfants, je me suis juste mordu les lèvres. Puis j'ai serré les draps pour pas faire de bruit. Puis je pense que c'est la pire chose parce que justement, je me suis fait violer par le père de mes enfants. Le silence est primordial dans mon travail. C'est un élément en soi. Je trouve que les silences dans le documentaire sonore, surtout quand on crée des séances d'écoute, là, qu'on est ensemble dans un cinéma, puis on ferme les yeux, puis on écoute un projet, les silences, c'est le moment où est-ce qu'on digère le contenu, puis on le vit. Il y a comme quelque chose de tellement puissant. J'ai repris mon rôle de mère. J'ai mis ça dans un coin de ma tête, puis j'ai essayé du mieux que je peux de juste l'oublier. Moi, je me spécialise beaucoup dans les violences sexuelles, donc le documentaire sonore me permet de créer ce lien intime-là, cette bulle de confiance-là. Et c'est très difficile, c'est-à-dire que j'ai des conversations qui sont lourdes, je leur demande en fait de me raconter leur plus grand trauma. Donc, moi, je pleure, là, c'est-à-dire que il y a aussi quelque chose de différent, c'est-à-dire que je suis pas une travailleuse sociale, je suis pas une psychologue, donc je les accueille pas dans mon bureau. Je suis chez elles, mais ça reste que je suis dans une posture de documentariste aussi. C'est faire preuve d'empathie, en fait. Puis d'être clair aussi, de dire que je suis là pour vous écouter, pour accueillir ce que vous dites. Puis en même temps, souvent, les personnes qui acceptent de raconter leur histoire, elles le font pour des raisons aussi. Elles veulent que leur situation change. C'est une façon aussi de militer pour moi, là, d'écouter. C'est comme un acte politique un peu, là. Je le vois, puis après, moi, je prends leur parole, puis je raconte une histoire. C'est-à-dire que même si il y a pas de narration, je vais quand même trouver un moyen de raconter leur histoire avec ma perception, avec mon point de vue. En lui apprenant qui était le géniteur de mon fils, je lui donnais des munitions pour pouvoir me contrôler par la suite et pouvoir me menacer de prendre mon fils. Et c'est ce qu'il a fait. C'est à partir du moment où il a compris que non, on ne sera jamais ensemble, qu'on ne sera pas un couple, que j'avais une vie, ben, c'est là qu'il a utilisé la carte géniteur. En 2023, Isabelle Haché, de Chroniqueuse de la presse, a publié une chronique sur l'histoire d'Océane. Océane est tombée enceinte à la suite d'une agression sexuelle et de la prison, son agresseur a appris qu'elle était enceinte et a demandé un test de paternité. Elle a refusé. Ils sont allés en cours et puisqu'il y avait preuve de relation sexuelle, qu'elle soit consensuelle ou non, ça n'avait pas d'importance. Il a gagné, donc il a pu faire un test de paternité. Il a eu l'autorité parentale. Donc ça, c'est la chronique d'Isabelle Haché. Ça a créé un écho énorme au Québec. Tout le monde capotait, se disait, voyons comment ça se peut pas, tu sais. Pourquoi est-ce que les mamans et les enfants nés du viol ne sont pas protégés au Québec? Ensuite de ça, Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice, a proposé un projet de loi, donc le projet de loi 12, qui protégeait les enfants issus d'agressions sexuelles. Et on dirait que personne n'en a parlé. C'est-à-dire que c'est un peu passé sous les radars. Puis moi, je me suis dit, il me semble que j'aimerais ça donner la parole aux mamans qui ont eu un enfant à la suite d'une agression sexuelle et aux enfants, aujourd'hui adultes, qui sont issus d'agressions sexuelles. Donc, mon projet part de ce projet de loi 12, en fait, de cette chronique-là, pour essayer de comprendre leur réalité. C'est vraiment
un projet où je donne la parole à des femmes, puis on est dans leur intimité, on est dans leur situation, on est dans l'empathie avec elles, on est vraiment avec elles pour comprendre leur réalité. J'ai jamais eu l'esprit de vengeance par rapport à mon agresseur. Qu'il soit heureux ou malheureux, ça change rien pour moi. Tu sais, je souhaite pas qu'il soit malheureux, je souhaite pas de malheur. J'aimerais ça qu'on soit en sécurité, nous, que la justice fasse en sorte que cette personne-là n'ait pas le droit de s'approcher de nous, pour qu'on puisse vivre en paix, libre, qu'on puisse choisir l'école, les cours, qu'on puisse choisir notre vie, ce qu'on veut faire sans avoir besoin d'une autorisation de quelqu'un qui nous dit toujours non, tout simplement pour dire non. Je travaille en ce moment sur un projet qui s'appelle « Je choisis l'ours ». C'est lié à la tendance virale d'un vox pop sur le web d'un Britannique qui a demandé à 8 femmes « Si vous êtes seule dans la forêt, qui préférez-vous croiser, un ours ou un homme? » Et 7 des 8 femmes ont répondu « un ours ». Ça a vraiment créé un débat sur le sentiment d'insécurité des femmes. Pourquoi tant de femmes préfèrent croiser un ours dans la forêt qu'un homme? Et moi, je me suis dit, bon, ben moi, je prends ça. J'aime beaucoup faire des expéditions dans la vie. J'en ai fait beaucoup dans la vie, beaucoup de canot camping, des randonnées, tout ça, mais j'en avais jamais fait toute seule parce que j'avais peur de me faire agresser. Donc, cet été, je suis partie sur le Sentier international des Appalaches en Gaspésie. Donc, je suis partie de Matapédia jusqu'à Gaspé. J'ai marché pendant 650 km et je suis partie puis je me suis dit, je vais m'enregistrer, je vais faire des journaux de bord, comment je me sens par rapport à mon sentiment d'insécurité, et aussi je vais enregistrer les randonneurs, randonneuses sur le sentier. Il s'est passé plein de choses que je vais pouvoir raconter dans mon documentaire. Puis j'ai fait des belles rencontres aussi et j'ai tenté de déconstruire mon sentiment d'insécurité. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? On va voir. Mais ce fut un projet merveilleux. Puis en ce moment, là, je suis dans le montage. On vient de vous présenter 4 artistes au regard singulier. Un même fil conducteur les unit, celui du réel dans toute sa richesse, ses contradictions et ses résonances. Qu'il soit porté à la scène, à l'écran ou à l'écoute, le monde tel qu'il est devient matière à création. Il devient une matière vivante, sensible, profondément humaine. Merci d'avoir été des nôtres à Questions de culture. Continuons ensemble à explorer ce qui inspire, questionne et relie les artistes de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches.